Alors, nous allons pouvoir commencer cette réunion. Alors, nous avons un premier point qui concerne donc la nomination d'un rapporteur. Le 6 novembre 2013, donc, nous avions nommé Michel Lesage, rapporteur de la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. Notre rapporteur donc, a travaillé pendant plus d'une année et il a été donc décidé de déposer une nouvelle proposition de loi portant le même titre et signée par Jean Glavany, Marie-Georges Buffet, François-Michel Lambert, Bertrand Pancher et Stéphane Saint-André et par moi-même. Donc je vous propose de nommer à nouveau Michel Lesage sur ce second texte, un texte qui devrait être inscrit dans l'hémicycle ou venir à l'ordre du jour de notre assemblée, je pense, à la fin de l'année, en novembre prochain. Voilà, s'il n'y a pas d'objection, donc nous enregistrons la nomination de Michel Lesage. Je souhaiterais vous présenter maintenant le rapport concernant le groupe de travail sur la réforme du code minier. Vous dire que quand la vague d'indignation provoquée par la délivrance subreptice de permis exclusifs de recherche de gaz de schiste souleva en 2011 divers territoires comme le Larzac et le couloir rhodanien, que s'est imposée à tous l'impérieuse nécessité d'une réforme du code minier. Une réforme déjà annoncée au printemps 2011 par le gouvernement. En effet, le 22 avril, la ministre de l'Écologie, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, commandait à l'avocat Arnaud Gossement un rapport sur la réforme du code minier. Puis le 5 septembre 2012, Jean-Marc Ayrault désigna officieusement Thierry Tuot, conseiller d'État, pour organiser la concertation des parties prenantes et le 14 février 2013, ce dernier fut officiellement missionné pour élaborer un projet de code minier prenant en compte les principes retenus en Conseil des ministres, à savoir moderniser le modèle français fondé sur le rôle de l'État concédant, assurer l'application des principes constitutionnels de la Charte de l'environnement, prendre en compte la protection de l'environnement ainsi que la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, élaborer une fiscalité plus favorable aux territoires concernés et enfin donc mieux prendre en compte les spécificités ultramarines. Le 9 décembre 2013, le groupe de travail comprenant ONG environnementales, syndicats et représentants de l'industrie livra au gouvernement un projet de texte soutenu par tous. Face aux enjeux soulevés par les défaillances du code minier, le Parlement n'est pas resté inactif et la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale a toujours joué un rôle déterminant. Je rappellerai le rapport d'information sur les gaz de schiste de nos collègues Philippe Martin et François-Michel Gonod, la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique examinée au fond par notre commission, la loi relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, dont Sabine Buis était rapporteure, qui, dans son article 4, renforçait la participation du public dans la procédure d'octroi des titres miniers. Dans la continuité de nos travaux, nous avons pris la décision, fin 2013, de constituer un groupe de travail sur la réforme du code minier au sein de la Commission du développement durable, réunissant des représentants de tous les groupes. Celui-ci, sur la base des conclusions du groupe de Thierry Tuot, a auditionné les principales organisations et personnalités engagées dans cette réforme. Dans le rapport, vous trouverez les comptes rendus de ces réunions compilés et ordonnés. Si nos débats ont vu se confronter des approches différentes, les désaccords constatés sur des questions précises, relance de la recherche d'hydrocarbures, droit de suite, entre exploration et exploitation, fiscalité sur l'exploitation, n'ont jamais remis en cause le constat partagé
d'une réforme tant nécessaire à la protection de l'environnement qu'à la sécurisation de l'activité minière. 10 points de conclusion ont retenu notre attention, et pour ceux ne faisant pas l'objet d'un consensus, j'ai fait le choix de laisser la question ouverte. Il est acquis que la réforme ne peut attendre. En effet, rarement projet de loi aura bénéficié d'un temps de préparation aussi étendu, d'études d'impact aussi fouillées, de documents préparatoires aussi nombreux. Soumis à un code minier obsolète, le secteur extractif ne peut arrêter sa stratégie de développement dans une industrie qui pourtant privilégie le long terme. Le temps est venu de légiférer, un projet de loi doit donc être déposé dans les meilleurs délais. Notre commission du développement durable doit jouer un rôle central, puisque depuis l'origine de la réforme du Code minier, ses membres n'ont pas manqué de s'y investir, comme je le rappelais il y a quelques instants. De surcroît, il semble que le caractère environnemental affirmé de la réforme la dirige naturellement vers la commission compétente en la matière et vers laquelle ont été renvoyés tous les textes parlementaires en relation avec le droit minier depuis le début de la législature. Le recours aux ordonnances, comme cela a été envisagé par le gouvernement, n'est pas illogique pour les simples modernisations, adaptations de cohérence et autres toilettages. Toutefois, comme les membres du groupe de travail l'ont exprimé, les dispositions hautement politiques, comme celles relatives aux principes du Code minier, de la procédure minière, celles applicables outre-mer et la fiscalité, ne sauraient relever du champ de l'ordonnance. L'opportunité d'un rapprochement entre le Code minier et le Code de l'environnement n'a pas fait consensus, tant il est vrai que le premier a vocation à réglementer une exploitation quand le second vise à protéger l'environnement. L'objectif poursuivi diverge, il justifie une séparation. S'il est vrai que la tendance naturellement favorable à la décentralisation a pu conduire certains parlementaires à envisager de confier au moins en partie la compétence minière aux collectivités territoriales, cette idée a rapidement été abandonnée. Elle faisait, ou peu s'en faut, l'unanimité contre elle. En effet, s'il est admis que les ressources du sous-sol constituent le patrimoine de la nation, il y aurait quelque incohérence à donner aux collectivités une compétence décisionnelle sur leur exploitation. La politique minière doit donc demeurer une compétence de l'État. Le groupe de travail a été très intéressé par la proposition du groupe de Thierry Touot de recourir dans certains cas au groupement momentané d'enquête, une innovation, afin de mettre en œuvre un mécanisme de participation renforcée. Il s'agirait là d'une procédure renforcée d'information et de participation du public. Les difficultés rencontrées en 2010 lors de la délivrance de permis exclusifs de recherche, j'y faisais allusion, étaient aussi le résultat du caractère insatisfaisant des demandes déposées auprès du ministre de l'Écologie, puisque conformément au code minier actuel, celle-ci ne faisait mention que de la matière prospectée, M pour le métal, H pour les hydrocarbures, sans beaucoup plus de précision. C'est pourquoi le groupe de travail souhaite que les dossiers de demande de permis miniers soient désormais plus explicites et qu'en conséquence les permis délivrés le soient pour des produits mieux identifiés. Le recours au rescrit, comme le propose la commission Touot, à l'occasion de l'attribution d'un titre minier qui conduirait la Cour administrative d'appel à juger de la procédure suivie, accélérerait et sécuriserait grandement les procédures minières au bénéfice des citoyens comme des industriels. Néanmoins, nous devons bien sûr nous interroger sur l'immixtion du juge administratif dans les prérogatives du pouvoir exécutif. L'une des difficultés du droit minier actuel tient à la délivrance quasi automatique d'une concession minière à tout détenteur d'un permis exclusif de recherche dont la prospection se révèle fructueuse. Si aujourd'hui certains considèrent que ce droit de suite ne doit pas perdurer, les opérateurs économiques, comme le groupe de travail, souhaitent que le nouveau code minier procure un cadre à l'activité extractive, non qu'il multiplie les obstacles pour empêcher son développement. Enfin, doit-on, dans le cadre d'un choix
d'un choc de simplification décidé par le président de la République, accepter que le silence gardé pendant 2 mois par l'autorité administrative sur une demande valent désormais décision d'acceptation, comme le propose la commission Thuot, permettant la délivrance de titres implicites uniquement fondés sur l'absence d'instruction et de réponse de l'administration. Si le groupe de travail a jugé séduisant ce principe, il considère néanmoins qu'avant de se prononcer, il convient d'attendre donc la rédaction finalement retenue pour le futur projet de loi. Pour conclure, je dois dire ma satisfaction, j'espère qu'elle ne sera pas déçue, de constater que l'examen de cette réforme se stabilise sur l'automne 2015. En effet, le 18 mars dernier, les ministres chargés de l'économie et de l'écologie ont conjointement annoncé le début du processus de consultation sur un avant-projet de loi, prélude à une saisine du Conseil d'État et à un dépôt sur le bureau de l'Assemblée, je pense, à la rentrée prochaine. Voilà ce que je souhaitais vous dire au sujet de ce rapport. Je rappelle que donc, notre groupe de travail était constitué de Chantal Berthelot, de Sabine Buis, de Patrice Carvalho, de Madame Florence Delaunay, de Françoise Dubois, de Jacques Krabal, de Valérie Lacroute, de François-Michel Lambert, de Bertrand Pancher et de Martial Sadier. Voilà. Je vais maintenant passer la parole aux représentants des groupes. Je suis à la fois rapporteur et président, ça me paraît un peu plus simple. Donc je vais passer la parole à Françoise Dubois pour le groupe SRC. Françoise. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, je tiens tout d'abord à saluer la ténacité du président Changuet qui a mené efficacement le groupe de travail constitué suite à l'annonce de Jean-Marc Ayrault en juillet 2012, alors Premier ministre, pour la réforme du Code minier. Donc les travaux de cette commission ont débuté dès 2013. Le projet de rapport qui est présenté aujourd'hui correspond fidèlement aux prises de position du groupe de travail, dont le travail très dense a été enrichi par des auditions nombreuses et traduit une approche positive de l'ensemble des acteurs. Le texte qui est proposé est plus lisible que le précédent et propose notamment des procédures simplifiées ainsi que la création de dispositions spécifiques pour l'information et la participation du public dès le stade de la demande de permis d'exploration. Il intègre aussi la création d'une commission spéciale de suivi mise en place à l'initiative du préfet, ainsi que la rénovation du dispositif national de l'après-mine, principalement par la création d'une mission d'indemnisation. Il s'agit d'améliorer la gouvernance du système d'indemnisation des victimes de dégâts miniers. C'est un point sur lequel on peut se féliciter. Il intègre aussi des règles similaires à celles des installations classées pour la protection de l'environnement pour les travaux miniers. À noter également la création d'un espace de débat national avec la mise en place d'un haut conseil des mines et l'élaboration d'un schéma national minier. Les principales avancées de ce projet visent à mieux encadrer l'activité actuelle, notamment en veillant à ce qu'elle se fasse dans des conditions environnementales, sociétales et économiques acceptables. Les débats du groupe de concertation présidé par Thierry Thuot ont permis de déterminer qu'il fallait conserver un code minier unique et ne pas l'inclure dans le code de l'environnement qui ne répond pas aux exigences du domaine minier. Enfin, à propos de la fiscalité minière, elle devra être rénovée, ce qui permettrait une meilleure répartition des produits fiscaux entre l'État et les collectivités. Pour finir, ce nouveau code minier prendra mieux en compte les spécificités ultramarines avec le maintien de la possibilité d'autorisation de petite taille et l'introduction d'une consultation systématique du Conseil régional ou de la collectivité unique avant la délivrance des titres. De nombreuses raisons qui font qu'au nom du groupe SRC, je vous félicite et vous remercie, Monsieur le Président, pour le projet que vous nous présentez aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci. Martial Sadier pour le groupe UMP. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. À mon tour, au nom du groupe UMP, je voudrais remercier le Président de la Commission, le Président Changuet, et de la mission pour le travail et la recherche de consensus et l'ouverture sur un sujet très compliqué, délicat, spécifique, et qui a traversé les échéances démocratiques. Vous avez rappelé que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait lancé
le débat de la refonte du code minier, que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dans la foulée, avait insufflé de continuer les travaux sur la réforme du code minier. Je ne reviens pas non plus sur le côté désuet du code minier, puisque les dates de référence, certaines remontent à 1810, d'autres de 1919. Et donc il y a consensus de la part des parlementaires UMP sur la nécessité et l'urgence de réformer ce code minier. Il y a consensus également, je crois, sur la nécessité de maintenir un code minier compte tenu de la technicité des dossiers. Je souhaitais aussi rappeler que c'est sous l'impulsion de Christian Jacob que dans les quelques semaines de la fin de la législature précédente, qu'un texte avait été élaboré pour interdire la fracturation hydraulique au moment des débats soulevés par des permis de recherche sur lesquels je ne reviens pas. Nous soutenons bien évidemment la nécessité maintenant de voir arriver dans l'hémicycle un calendrier précis pour étudier un projet de loi. Et nous souhaitons bien évidemment, et nous vous remercions, Monsieur le Président, pour votre combat, que ce soit la Commission aménagement du territoire et développement durable qui soit saisie au fond de ce dossier. Pour nous, cela, a priori, ne fait aucun doute. Je voudrais aussi rappeler, au-delà des sujets sur la fracturation hydraulique, que le vide juridique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui permet aussi, dans certaines régions, de multiplier des permis de recherche de géothermie à basse et haute température, dont nous n'avons pas toujours les moyens techniques de vérifier si cela pose des problèmes ou pas. Enfin, nous sommes bien évidemment favorables à rappeler que la richesse du sous-sol fait partie du patrimoine de la nation. Et nous rappelons, en bons législateurs que nous sommes, sous votre haute autorité, Monsieur le Président, que nous sommes toujours aussi enthousiastes sur les ordonnances. Et si nous comprenons qu'une partie du texte extrêmement pointue et technique pourrait effectivement déboucher sur les ordonnances, nous souhaitons bien évidemment, compte tenu des délais qu'il y aura eu pour préparer ce texte, le cas échéant, que ces ordonnances puissent être échangées en amont et dialoguées en amont avec la Commission et avec les parlementaires, en remerciant les membres de la mission. Voilà ce que les députés UMP souhaitaient vous dire, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci beaucoup. Bertrand Pancher pour le groupe UDI. Bertrand. Oui, Monsieur le Président, si notre commission a pour ce rapport étudié l'avant-projet remis par le groupe de travail TUO en décembre 2013, je souhaitais également aussi évoquer les grandes questions qui se font jour après la publication de l'avant-projet de loi tel que présenté le 18 mars dernier. Évidemment, beaucoup d'interrogations et de points d'inquiétude subsistent et les uns et les autres, et vous-même, Monsieur le Président, en avez parlé. Nous sommes tous tombés d'accord lors des travaux de ce groupe de travail, ainsi que le stipule le rapport, sur l'extrême nécessité de réformer le code minier. Pour autant, hélas, de nombreuses questions subsistent sur ce qu'il va advenir de ce texte qu'on nous promet depuis maintenant 3 ans et que l'on voit sans cesse repousser. Peut-on espérer aujourd'hui le voir enfin déposé au Parlement pour l'automne, tel que l'a annoncé Emmanuel Macron ? Mais bon, l'automne plus vote du budget, ça veut dire rien d'opérationnel avant l'année prochaine. On aura perdu 4 ans sur cette affaire. Par ailleurs, on ne peut que s'alarmer du recours qui va être plus que largement fait aux ordonnances. Arnaud Gossement, qui a beaucoup travaillé avec nous tous, et qui est spécialisé notamment sur ce sujet, indiquait que si l'on s'attarde sur l'article 46 de ce projet de loi, il s'avère que c'est la totalité de la partie législative du code minier qui sera rédigée par voie d'ordonnance. On n'aime pas beaucoup, même pas du tout. C'est quand même un comble. Les parlementaires n'auraient dès lors plus de voix au chapitre sur les aspects plus politiques et plus législatifs tels que les principes de participation et d'information du public. C'est à déplorer, et ce alors même que le rapport se félicite par ailleurs du fait que ce texte a vraiment pu bénéficier de nombreuses concertations, d'auditions, de vraies études d'impact, et qu'il a donc été réellement préparé dans la concertation de tous. Pour en venir plus en détail sur le texte de l'avant-projet de loi, l'article 28 porte sur la mise en place d'un groupement participatif d'information et de concertation regroupant toutes les parties prenantes. Le rapport TUO, lui, préconisait un regroupement momentané d'enquête. C'est pas pareil.
Notre rapport souligne déjà le flou de la définition de ce groupe, qui reste tout aussi vrai concernant le groupement participatif. Quid de son fonctionnement exact? Pourquoi, comme le souligne également Maître Gossement, cette structure vient-elle se superposer à celle de la CNDP? Ne va-t-on pas vers encore un millefeuille d'instances de consultation qui risque de s'avérer très contre-productif? Quid également de l'épineuse question du droit de suite, qui n'est plus évoqué dans l'avant-projet de loi? Et FNE demande instamment la disparition de ce droit de suite qui consiste, ainsi que le rappelle le rapport, à la délivrance quasi automatique d'une concession minière à tout détenteur d'un permis exclusif de recherche dont la prospection se révèle fructueuse. Je voulais également appeler votre attention aussi sur la fin de l'article 7 de ce même avant-projet de loi. Les opérations d'exploration mises en œuvre dans le seul but d'acquérir des connaissances relatives aux substances ou aux usages soumis aux dispositions de la présente loi sont libres, quelle que soit la manière de procéder ou de mettre en œuvre ces opérations, sous réserve des procédures évidemment d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration. Bon. Cela signifierait que l'on pourrait mener des opérations d'exploration sans aucun titre, soit sans information et sans consultation, ce qui est inquiétant lorsque l'on songe au projet d'exploration d'hydrocarbures non conventionnels. Je rappelle quand même que tout le bazar et les mobilisations autour des premières études sur le potentiel de notre sous-sol, en matière notamment d'hydrocarbures non conventionnels, étaient liés à une absence complète d'information. Si on veut faire en sorte que ça continue, eh bien, allons-y et privons l'information dans ce domaine. Enfin, France Nature Environnement, dans la copie qu'il vient de remettre dans le cadre de la mise en consultation de la nouvelle version du Code minier, souligne que l'entrée en vigueur des dispositions visant à protéger l'environnement, article 47, est repoussée à l'adoption d'une seconde loi de ratification. Autant dire que c'est renvoyé au calendrier grec, ce qui est inacceptable. Donc on souhaiterait vraiment pouvoir faire en sorte que ce texte sorte dans de bonnes conditions et très rapidement. Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2 RDP. Jacques. C'est un sujet délicat, difficile, hein, puisque vous y avez consacré beaucoup d'énergie, Monsieur le Président, avec les auditions qui ont été rappelées. Donc aujourd'hui, tout le monde ne peut que se féliciter d'être amené à examiner le projet de rapport d'information. Donc je ne vais pas reprendre l'historique qui a déjà été rappelé. Simplement dire, si nous en sommes là, au-delà des péripéties passées, il ne faut pas que l'on oublie pourquoi ce code minier a été présenté à la révision. Et je ne peux que souscrire et rappeler le permis de Château-Thierry, dont je suis le maire, a été accordé sans que les élus de Château-Thierry ne soient peu ou prou informés. Donc je souhaite que les travaux que nous allons mener aujourd'hui, en s'appuyant bien évidemment sur... On vous remercie, mais je pense qu'on peut remercier également Thierry Tuot, qui n'a jamais baissé la garde sur ce dossier. Thierry, conseiller d'État, donc, qui a remis un projet de loi sur la réforme du Code minier et qui, grâce auquel nous sommes certainement là. S'il n'avait pas suscité tant d'intérêt dans l'opinion publique, je pense que ce dossier, qui a eu des difficultés à arriver ce matin ici, c'est une première victoire. Mais aujourd'hui, vous nous avez pour peu rassuré en disant que il y aura le calendrier prévoit la rentrée prochaine pour examiner ce projet de loi. Nous aimerions avoir quelques certitudes, même si c'est une avancée que nous apprécions. Donc, quel calendrier précis concernant l'examen de la loi à venir? Je rejoins également les prescriptions des conclusions 2 et 3 du rapport d'information. Pour autant, le 1er avril, le ministre de l'économie a mis en place le groupe de travail mines durables, vous l'avez dit. Pouvez-vous nous dire comment nous travaillerons ensemble et quels seront les rôles de chacun de ces organismes? Pour ce qui est de la transparence et la proposition de Thierry Tuot de mettre en place, ça a été dit par Bertrand Pancher, une procédure du groupement momentané d'enquête, j'aimerais moi aussi savoir
les modalités exactes de cette méthode de participation du public, qui est la pierre angulaire de la réforme pour notre part, hein. Bien évidemment, dans la réforme du code minier, il y a l'aspect économique, stratégie nationale, mais nous, et moi je veux vraiment mettre en avant votre rôle, puisque si on l'examine ici en commission de développement durable sous le volet global, mais surtout sur les conséquences sur leur environnement, et c'est une belle victoire pour vous, Président. Donc je souhaite savoir comment cette participation du public qui est indispensable, comment tout ça va effectivement s'organiser. En ce qui concerne la conclusion numéro 7, portant sur l'obligation d'information des dossiers, je ne veux pas que, là encore, on floue nos concitoyens. Attention. Donc, moi, je regrette que dans ce rapport n'ait pas été évoquée la proposition de stratégie nationale sur la mine, comme l'avait exprimé Thierry Tuot, page 201 du rapport, qui nous aurait permis de connaître véritablement de quoi nous parlons en sondant notre sol. Enfin, ça a été dit par un précédent intervenant, concernant la fiscalité minière, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut qu'on ait du détail. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aura une autre façon de partager entre l'État et les collectivités territoriales. Ce sont des sujets importants. Pourriez-vous nous dire où on en est sur ces travaux? Donc, en tous les cas, moi, j'attends avec impatience le dépôt du nouveau projet de loi qui a, n'en pas douté, je vais dire, je l'espère, prendra en compte l'ensemble des observations que vous avez formulées avec beaucoup de pertinence. Merci. François-Michel Lambert pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Notre commission va étudier le rapport d'information en conclusion des travaux du groupe de travail sur la réforme du code minier. Je tenais très sincèrement, Monsieur le Président, à vous féliciter pour votre persévérance, le suivi, l'exigence que vous menez dans cette législature, mais déjà dans la précédente, sur la question du code minier et aujourd'hui sur la question de la réforme. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre rapport d'information que la réflexion a été initiée suite aux protestations, au refus, à la découverte du processus qui a amené aux autorisations de permis sur les gaz de schiste. À ce titre, je prendrai d'ailleurs comme exemple le permis dit de Gardanne, un permis comme tous les autres, attribué en catimini, sans qu'aucun élu, sans qu'aucun responsable politique, sans qu'aucune structure locale n'ait été associée, et un permis qui est toujours en suspens. Il n'est ni arrêté, ni prolongé, preuve que nous sommes dans un flou juridique qui est tout à la fois préjudiciable aux opérateurs économiques, mais je dirais c'est leur histoire, mais aussi préjudiciable aux décideurs locaux qui ne savent ce qui adviendra en termes de développement dans leur propre territoire. Au XXIe siècle, nous ne pouvons pas rester avec ces approches de développement. Alors, pour mémoire, la Commission s'était saisie de ce dossier à la suite de l'annonce faite par le gouvernement de réformer le code minier datant de 1810 et qui, je viens de l'exprimer, n'est absolument plus adapté aux circonstances actuelles. D'ailleurs, je me demande s'il était adapté aux circonstances de l'époque, mais c'est une autre histoire. En 2013, le ministère de l'écologie a confié à Thierry Tuot, que je tiens à saluer, tout comme vient de le faire mon collègue Jacques Krabal, grâce à une personne engagée comme Thierry Tuot, nous pouvons aujourd'hui continuer à avancer sur ce sujet extrêmement difficile. Il a piloté un groupe de travail sur la réforme du code minier qui a abouti à cet avant-projet présenté à l'été 2014. Plus de 700 articles, preuve qu'il y avait une nécessité à s'y pencher. L'objet notamment de ce rapport est de mieux intégrer les principes de la charte de l'environnement, d'améliorer la sécurité publique et juridique des travailleurs, de démocratiser les processus, de rendre bien plus transparent la mise en marche d'une exploitation minière. En mars 2015, Madame Royal, Monsieur Macron, qui pilotent conjointement ce dossier, ont mis en place un comité de pilotage dit Mines Responsables, associant l'ensemble des parties prenantes, dont certains députés. Nous espérons un projet de loi avant la fin 2015. Je dirais au stade où nous en sommes, je souhaiterais que ce soit dans cette législature. Il n'est pas envisageable que la France
n'arrive pas en un cycle de 5 ans à réformer un pan de sa législation, et notamment celui du code minier. Ça serait quelque part une faillite politique. Pour ce qui est des écologistes, nous sommes par principe et dans un absolu pour une sortie de l'activité minière. Mais évidemment, notre modèle structuré autour d'une économie linéaire ne va pas muter vers une économie circulaire en quelques années. Donc, il est nécessaire que l'extraction des ressources minières acceptées le soit dans des conditions strictes, qu'elle se soit développée ici. Et pour 2 raisons. Au nom de la solidarité internationale, il vaut mieux extraire des ressources ici, sous des conditions garanties d'emploi et d'environnement, que l'on peut maîtriser, que l'on peut contrôler, afin de préserver également notre indépendance économique en sécurisant notre approvisionnement en ressources. C'est le postulat, le principe de base des écologistes. Nos différents points d'inquiétude, et j'en conclurai là-dessus, sont les articles relatifs aux points clés de la réforme doivent être débattus à l'Assemblée sans faire l'objet d'un abus d'ordonnance. Ça a été déjà dit par mes collègues. Le projet de loi ne doit pas empêcher la transition vers l'économie circulaire et le respect des objectifs climatiques internationaux. Il doit être cohérent avec le code environnemental. Il doit garantir la transparence, la concertation, la protection des intérêts des territoires concernés. Et je pense notamment aux Outre-mer, qui sont un formidable potentiel et qui sont aussi un espace de biodiversité remarquable. La géothermie doit être encouragée, réglementée dans le seul code minier. Tout projet d'instaurer une décision implicite d'autorisation doit être abandonné. Le fameux droit de suite n'est pas acceptable. Pour ce qui est de la Compagnie nationale des mines, proposée en son temps par le ministre Montebourg, je souhaiterais savoir si elle est encore d'actualité et si, dans le cas où elle l'est toujours d'actualité, elle doit avoir pour seul objectif de prospecter et d'exploiter le sous-sol de la France uniquement, et évidemment ne doit pas s'orienter vers les gaz de schiste, qui est une aberration. Je conclurai sans notre 21e siècle, et mon collègue Jacques Rabal l'a exprimé, nous devons être en capacité de croire en la responsabilisation des différents acteurs, et notamment des citoyens, et donc trouver les moyens de les associer au mieux au choix politique, au choix de développement des territoires, et non plus être dans ce modèle qui efface toute idée de démocratie. Merci. Merci. Patrice Carvalho, pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite tout d'abord saluer à mon tour le travail de ce groupe constitué au sein de notre commission du développement durable, afin de réfléchir à une réforme du code minier à partir de l'avant-projet de la commission TUO. Beaucoup de choses ont été dites au cours de nos échanges et des auditions auxquelles nous avons procédé. Au final, le rapport avance 10 préconisations, je partage l'essentiel d'entre elles. Il y a d'abord effectivement une urgence à procéder à cette réforme. L'épisode du gaz de schiste l'a prouvé, et de manière plus générale, il est impératif de rapprocher le code minier et le code de l'environnement. Je trouve également salutaire d'affirmer que le code minier ne doit pas disparaître, que notre commission a un rôle central à jouer en la matière, et surtout de réaffirmer que la politique minière doit demeurer une compétence de l'État. Quelques points me laissent perplexe, mais cette perplexité s'est exprimée au sein du groupe de travail. Il en est ainsi des procédures de consultation du public et de cette idée de la commission TUO de groupement momentané d'enquête, disposant d'un budget et pouvant conduire des expertises. Bien des zones d'ombre en la matière existent, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des membres de ce groupement et le déclenchement de ce processus. J'ai également des doutes sur le principe de rescrit et de l'intervention du juge administratif dans la procédure d'attribution d'un titre minier. Enfin, je veux vous dire mon opposition, mais cela ne vous étonnera pas, au recours envisagé aux ordonnances pour réformer le code minier. On ne peut affirmer dans le même temps que notre commission parlementaire a un rôle à jouer avec d'autres commissions permanentes de notre Assemblée et nous dessaisir de notre pouvoir législatif. Ces remarques étant formulées, j'approuve ce projet de rapport et les principales dispositions qu'il énonce, et je vous félicite encore, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Patrice. Je vais passer la parole aux différents groupes. Donc, Jacques Kosowski. Merci, Président. Dans la future réforme du code minier, je m'interroge un petit peu sur le manque réel d'encadrement de la fermeture des sites miniers qui sont déjà existants.
Pourtant, en cas de cessation d'activité minière, il conviendrait de définir plus précisément des règles visant à garantir la prévention, mais aussi la réparation des atteintes environnementales ou sanitaires. Malheureusement, en plusieurs lieux de notre territoire, les antécédents de ce type de pollution ne manquent pas, je vous les rappelle. Il y a l'uranium dans le Limousin, il y a eu l'arsenic dans l'Aude, il y a eu le mercure dans le Gard, l'or dans la Sarthe. Que dire aussi de l'exemple lorrain avec le charbon? Comme l'affirmait récemment Maryse Arditi, qui est la responsable du réseau énergie de France Nature Environnement, elle disait « Dans un contexte où les ministères de l'Environnement et de l'Économie souhaitent développer la démarche dite des mines responsables, et alors que certains territoires apparaissent encore extrêmement marqués par les pollutions liées aux exploitations minières passées, l'absence de dispositions sur l'après-mine est intolérable. » Monsieur le Président, j'aimerais savoir ce que vous pensez justement de ce sujet. Merci. Pardon, merci beaucoup. Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président. La réforme du Code minier va permettre d'accompagner une éventuelle relance de l'exploitation de nos ressources naturelles en conciliant deux exigences. D'abord, rendre compatible l'exploitation des mines avec des règles de protection de l'environnement de plus en plus contraignantes, et puis assurer aussi une meilleure sécurité juridique aux entreprises minières. C'est la raison pour laquelle cette réforme s'impose. Et je remercie à mon tour le président Chanteguet ainsi que les députés de notre commission qui y ont participé pour le travail qui a été accompli et qui nous éclaire sur ce sujet très complexe dont nous aurons à débattre, je le souhaite, très prochainement. Les 10 points de conclusion ont, semble-t-il, recueilli dans l'ensemble un consensus du groupe de travail. On ne peut dès lors que s'en féliciter. Il reste toutefois quelques questions en suspens, notamment sur la mise en place ou non d'un schéma national minier. Sur ce point en particulier, je serai en ce qui me concerne plutôt partisan d'un droit de suite, car cette réforme a comme objectif de donner un cadre à l'exploitation de nos ressources et non pas de multiplier les obstacles. Il reste maintenant à examiner le projet de loi et je forme le vœu pour que celui-ci soit inscrit à l'ordre du jour de nos travaux dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci. Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. L'examen de votre rapport d'information sur la réforme du Code minier nous laisse espérer un calendrier prochain sur cette réforme qui est un véritable serpent de mer. Deux nouvelles entités semblent s'imposer dans votre rapport. Je vais parler du groupement momentané d'enquête, le GME, et du schéma national minier. Et je voudrais poser deux questions sur leur portée. L'autorité administrative sera-t-elle liée par les conclusions du GME? Pourra-t-elle, au nom de l'intérêt général, émettre une décision contraire aux conclusions du groupement? Quant au schéma national minier, quelle sera sa portée juridique? Sera-t-il considéré comme un inventaire des ressources minières ou y aura-t-il obligation de respecter ces prescriptions? On le voit, ces questions sont lourdes de conséquences. Il me semble donc important que le débat se fasse au sein de la représentation nationale dans notre commission du développement durable et non traité par voie d'ordonnance, comme ça semble être le cas. Merci. Merci. Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. La réforme du Code minier a été annoncée, je le rappelle, en juillet 2012 par le Premier ministre. Ce code a pour objectif de mettre le Code minier en conformité avec la Charte de l'environnement et d'assurer aux activités minières le niveau de sécurité juridique qu'elles requièrent. Ce projet de réforme, à plusieurs reprises, a semblé être avorté. Aussi, ma question est simple et précise. Ce projet de réforme verra-t-il enfin le jour? Et si oui, quels éléments favorisent aujourd'hui la mise en œuvre de cette réforme qui semble difficile à mettre en place? Merci. Merci. Christophe Priou. Merci, Président. Certains orateurs ont rappelé effectivement la notion du temps et de la durée. Alors, je pourrais me substituer à Jacques Krabal, qui est un adepte des citations de Jean de La Fontaine, hein, du type « patience et longueur de temps font mieux que force ni courage », sauf que pour le monde économique, la patience a ses limites, et celles-ci, les limites sont franchies notamment quand on saisit le tribunal. Et le tribunal administratif, je voulais vous faire part d'un préjugement du tribunal administratif de Nantes, hein, ça concerne l'extraction des granulats en mer. Alors, je cite, le rapporteur public a préconisé le mardi 12 mai dernier au tribunal administratif de Nantes de donner raison aux sociétés d'extraction de sable sous-marin qui contestent le refus implicite de l'administration de leur accorder une concession au large des côtes vendéennes. En novembre 2011, face à l'absence de réponse des services de l'État à leur demande d'autorisation d'exploitation du site vendéen de Kernstraat, ces entreprises ont considéré qu'elles étaient face à un refus
implicite, inexpliquée, susceptible d'être attaquée en justice. Le rapporteur public, dont les avis sont souvent suivis par les juges, a confirmé mardi à l'audience que ces absences de décision étaient insuffisamment motivées. La magistrate a préconisé pour cette raison de condamner l'État à verser 1 500 € de frais de justice à la société DTM et autant au groupement concurrent. Vous voyez qu'aujourd'hui, on peut être inquiet effectivement du calendrier. Celui-ci est très glissant et les collègues disaient que sans doute que la session extraordinaire de l'automne sera déjà consacrée, comme d'habitude, et c'est normal, au budget de l'État, qu'on va se retrouver dans des périodes de fin de mandat et que dans l'attente, même les décisions de l'État ou les non-décisions de l'État sont contestées. Je pense que ces contestations vont se multiplier, Monsieur le Président, en reconnaissant l'excellence du travail fait par le groupe qui vous a accompagné et vous-même. Merci. Valérie Lacroute. Oui, Monsieur le Président, merci. Clarifier et simplifier le code minier était bien évidemment nécessaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai souhaité participer à ce groupe de travail, d'autant que mon territoire est très largement concerné par ce sujet très sensible. Aujourd'hui, c'est une uniformisation ponctuée d'accélération qui nous est proposée, avec une multitude de décrets qui seront pris par le Conseil d'État. Cela signifie que notre rôle de parlementaire sera probablement limité, puisque nous ne pourrons amender qu'à la marge. On peut aussi se poser la question, se demander si ce projet de loi ne viendra pas en doublon avec le code actuel, tant les articles réaffirment le modèle minier français et le garantissent. Il faut attendre l'article 46 pour découvrir, à mon sens, le point majeur de ce projet, à savoir autoriser le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance. Or, il me semble que certains sujets, notamment relatifs à la police des mines, au régime de la responsabilité, à la concertation publique, auraient mérité d'être traités avec un vrai débat de fond. Mais nous en sommes bien conscients, cela aurait pris du temps et les ordonnances donneront seulement l'illusion d'en gagner. Espérons que ce temps gagné en amont n'altérera pas la qualité du document et sa stabilité juridique. Et je voulais une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous remercier pour votre travail et votre écoute à notre égard. Merci. Merci. Julien Aubert. Il est parti, Julien. Jean-Marie Sermier. Oui, Monsieur le Président. La réforme du Code minier, c'est effectivement un long serpent de mer qu'un certain nombre d'entre nous ont vu arriver, repartir et aujourd'hui revenir. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est quand même l'affaire du gaz de schiste qui a mis, si j'ose dire, le feu aux poudres, car la non-consultation du public s'est révélée commettre effectivement de la provocation sur les territoires. Mais comme il est précisé dans le rapport de Philippe Martin et de François-Michel Gonod, il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans ces autorisations. On voit bien donc toute l'importance d'avoir une consultation régulière sur le terrain. Alors il faut méditer l'exemple et se dire que, bien évidemment, une loi sur le code minier ne peut être écrite que par les députés et il serait catastrophique d'avoir des ordonnances en trop grand nombre. Il est évident que c'est dans notre commission que cette loi doit être étudiée. Elle a fait preuve, notre commission, de toute la capacité d'un débat serein quand autour de nous, nous avions souvent des territoires en grande difficulté. Alors nous pouvons, député UMP, que vous aider à faire en sorte que d'une part notre commission soit saisie et d'autre part que nous ayons tout le travail à faire et que ce ne soit pas le gouvernement qui légifère par ordonnance. Merci beaucoup. Je ne répondrai pas, bien entendu, à tous les intervenants ou à toutes... Madame ? Ah, pardon, Sabine Buis, excusez-moi. Sabine. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, à mon tour, bien évidemment, à la fois vous remercier et vous dire ma satisfaction.
vous remercier tout simplement pour avoir fait en sorte que ce sujet reste toujours un sujet d'actualité, même si nous rencontrions parfois certaines difficultés à faire avancer, comme de nombreux collègues l'ont dit, ce projet de réforme du Code minier. Et grâce notamment aux auditions, à l'organisation du groupe de travail que vous avez bien voulu conduire, ce sujet est toujours resté un sujet d'actualité qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons autour du projet de synthèse que vous nous remettez. Je voudrais également vous remercier pour la qualité justement de ces travaux-là, pour avoir conduit les auditions et pour le rapport rendu. C'est important parce que ce travail-là, j'en doute pas, j'en suis même persuadée, il pèse dans le choix du gouvernement de faire en sorte que ce projet avance un petit peu plus vite et voire même qu'ils soient en mesure de nous donner une date. Alors nous nous interrogeons tous sur le fait que cette date soit ou non respectée, mais en tout cas, nous l'avons, nous la tenons et j'espère qu'ils sont nombreux à nous entendre et à nous dire à comprendre que nous ne lâcherons pas en tout cas sur cette date et que nous espérons voir arriver ce projet de loi le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale. Parmi les 10 conclusions que vous proposez, bien évidemment, auxquelles j'adhère toutes, notamment en tant que membre de ce groupe de travail, je voudrais revenir sur la conclusion sur le point numéro 3, celui qui fait référence notamment au recours par ordonnance. Parce que c'est vrai, on peut s'interroger sur bien des dispositifs qui sont cités, mais il n'empêche que le fond du problème, me semble-t-il, est celui de la participation ou non des députés à la rédaction de la loi. Et il faut absolument, me semble-t-il, que nous ayons des garanties sur le fait que ce projet de loi ne soit pas ne se limite pas finalement à une rédaction par ordonnance, à une habilitation au gouvernement, tout simplement parce qu'il y a de nombreux sujets qui sont traités. Bertrand Pancher a eu l'occasion de le rappeler. Le cœur de la réforme du projet de Code minier se trouve aujourd'hui dans cet article 46. Et cet article 46 qui renvoie pour l'essentiel aux ordonnances, parmi lesquelles un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la participation du public. Nous ne pouvons pas nous permettre, même si bien évidemment nous avons besoin d'échanger, entre autres avec le gouvernement et avec bien des institutionnels, mais nous ne pouvons pas nous permettre de confier ce travail-là de réforme de la participation du public à d'autres. Je crois que nous devons prendre toute notre part dans ce débat-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de présenter hier en réunion de groupe le lancement d'un groupe de travail sur le dialogue environnemental qui devrait déboucher très prochainement, ou en tout cas dans les meilleurs délais, sur une proposition de loi sur le même sujet. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, mon insistance à ce que ce sujet-là et bien d'autres ne soit pas traité par ordonnance. Je terminerai également en saluant quand même l'initiative qui a été prise par le ministre de l'Économie, l'initiative qui concerne le groupe de travail mines responsables, le groupe de travail auquel j'adhère. Alors, une satisfaction et en même temps certaines craintes qu'il faut souligner également, le fait que ce projet de loi ne se limite pas, comme je le disais, aux ordonnances, lesquelles ordonnances feraient elles-mêmes référence éventuellement aux résultats des travaux du groupe de travail mines responsables. D'une part parce que le résultat ne serait pas satisfaisant, me semble-t-il, parce que trop partiel. Ce groupe de travail-là ne porte pas notamment sur les hydrocarbures, donc c'est une question qui n'est pas abordée. Et puis encore une fois, parce que même si nous sommes quelques députés, il n'y a pas un vrai débat, en tout cas au sein un vrai débat au sens politique de terme, au sens de ce groupe de travail, à l'intérieur de ce groupe de travail. Ceci étant, je voulais quand même saluer cette initiative parce que j'entends bien, je vois bien à quel point industriels notamment, mais également ONG, acceptent de se parler et disent tous la même chose. Alors, la même chose au départ, c'est qu'il faut accélérer cette réforme de Code minier. L'ensemble des parties prenantes sont en attente. Je crois que c'est déjà un bon point de départ. Et ce groupe de travail-là permet au moins d'avancer sur la notion de responsabilité. Donc, je pense que nous devons nous en inspirer. Bien évidemment, il me semble qu'à un moment, nous devrons peut-être les rencontrer, mais en même temps, ne pas se satisfaire des rendus de ce groupe de travail qui pourrait être écrit par ordonnance et se substituer éventuellement au travail parlementaire. Dans ce cas-là, je pense que ça serait regrettable. Mais encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier pour tout le travail qui a été fait et remercier l'ensemble de nos collègues qui ont participé à ces travaux. Merci. Alors, quelques mots pour conclure ces différentes interventions. Je pense que tous ensemble, nous arrivons à cheminer. Alors, vous l'avez dit les uns et les autres, avec vous d'ailleurs,
je me bats pour que la commission du développement durable puisse examiner au fond un certain nombre de textes qui en fait lui reviennent. Nous nous sommes battus dernièrement sur le texte sur l'eau, nous avons nommé Michel Lesage comme rapporteur. Nous continuons à nous battre donc sur la réforme du code minier. Nous pensons véritablement que c'est notre commission qui doit être saisie au fond, puisque, je dirais, l'orientation quand même majeure de cette réforme, c'est l'adaptation de la législation minière au droit de l'environnement et en particulier à la charte de l'environnement. Donc c'est un combat permanent. Je pense que nous avons eu le bon réflexe en créant, à la suite de la remise des travaux de Thierry Tuot, de mettre en place ce groupe de travail à l'intérieur de notre commission. Les auditions ont été particulièrement intéressantes. Je rappelle que nous avons, par exemple, bien entendu, auditionné les ONG, que nous avons auditionné les industriels, les professionnels, nous avons auditionné les 3 ministres de l'époque, à savoir Victorin Lurel, Arnaud Montebourg et puis aussi Philippe Martin, qui était ministre de l'écologie à ce moment-là. C'est vrai que le travail de Thierry Tuot est un travail de fond, c'est un travail qui a été réalisé dans la concertation, véritablement, et dans un excellent état d'esprit. Et je dois dire que le travail de Thierry Tuot doit constituer pour nous, je dirais, une richesse et une force. Et c'est vrai que dans le cadre de nos débats régulièrement, et moi je me réfère aux propos qui ont été tenus par Thierry Tuot. Thierry Tuot dit, dans les propositions que nous faisons, il y a, par rapport au code minier actuel, il y a 1/3 de nouvelles dispositions. Mais 2/3 des dispositions restent ou resteront les mêmes. Donc c'est vrai que nous ne pouvons pas, nous, réécrire, compte tenu de ce diagnostic, réécrire complètement demain le code minier et que donc nous devons bien entendu autoriser le gouvernement à recourir aux ordonnances. Ça, je l'entends et ça, je le comprends. Néanmoins, je suis forcément d'accord avec vous, avec ce que vous avez dit les uns et les autres. Lorsque je lis l'article 46 qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance, je me dis que ça n'est pas possible. Je me dis que ça n'est pas possible et qu'on ne peut pas accepter cet article 36. Et j'utiliserai en fait cette réunion d'aujourd'hui pour faire porter ce message aux 2 ministres, à la fois de l'économie et ministre de l'environnement. Nous allons lister, compte tenu des échanges que nous venons d'avoir, les points qui nous paraissent fondamentaux, les points qui nous paraissent essentiels, et les faire remonter dans les meilleurs délais aux 2 ministres, parce qu'il est vrai, si vous voulez, qu'on ne peut pas accepter, en particulier pour toutes les dispositions qui concernent la participation du public aux décisions, nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement procède par ordonnance. Ou s'il procède par ordonnance, il faut que les ordonnances, on nous les remette lorsque nous discuterons et nous débattrons de ce texte dans l'hémicycle. Je ne vois pas d'autre solution. J'entends votre message et ce message, bien entendu, je le porterai. Alors, dans l'avant-projet qui est présenté par le gouvernement, nous retrouvons un certain nombre de dispositions et de propositions qui ont été faites par Thierry Tuot. Et je dirais des propositions nouvelles, novatrices. Le groupement momentané d'enquête, même si on ne l'appelle pas groupement momentané d'enquête, le schéma national, bien entendu, minier, le Haut Conseil des mines. Nous retrouvons aussi dans cet avant-projet des dispositions concernant, donc je regarde, des dispositions concernant l'outre-mer, mais nous voyons bien quand même que entre les propositions de Thierry Tuot, puisque je rappellerai quand même que Thierry Tuot, il nous a remis, mais qu'il a remis aussi au ministre,
qu'il a remis au ministre donc un pré-projet. Alors ça n'est pas un avant-projet, mais c'est un pré-projet qui concernait les principes, l'exploration et l'exploitation, les travaux miniers, la police des mines et la responsabilité, la santé et la sécurité au travail et des autres dispositions sociales. Nous avons quand même le sentiment, lorsque nous lisons les propositions de Thierry Tuot et l'avant-projet, eh bien, qu'il y a eu quelques déperditions. Qu'il y a eu quelques déperditions entre les deux textes. Et nous devons là faire un examen particulièrement attentif des dispositions qui étaient proposées par Thierry Tuot qu'on ne retrouve plus dans l'avant-projet de loi. Je pense que nous devons là être particulièrement vigilants. Alors, il est vrai que certaines des propositions, vous l'avez dit les uns et les autres, méritent bien entendu débat. Le droit de suite, je l'ai évoqué. Le rescrit dont j'ai parlé aussi, le silence qui vaut accord. Donc je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente avec bien entendu les parties prenantes, avec le gouvernement, mais faut-il encore que le gouvernement nous en donne la possibilité? Faut-il encore que le gouvernement nous en donne la possibilité, c'est-à-dire qu'il ne nous prive pas de ce débat-là au travers des ordonnances. Donc, je serai avec vous et à vos côtés particulièrement vigilant. D'après ce qui m'a été dit, eh bien, notre commission sera saisie au fond sur ce texte. Je me battrai aussi pour qu'il soit inscrit dans les meilleurs délais. Je sais bien l'argument qu'il est régulièrement avancé. On nous dit, mais si on ne procède pas par ordonnance, on ne pourra pas trouver le temps nécessaire dans l'hémicycle pour examiner ce texte. Je veux dire, c'est un argument que je n'entends pas et que je ne veux pas entendre. Les choses, elles sont très claires. On trouve bien le temps pour d'autres dispositifs, pour d'autres textes. Pour un texte comme celui-ci et cette réforme du Code minier, eh bien, il doit être traité avec, je dirais, donc, le respect que nous lui devons, compte tenu des enjeux. Ils sont économiques. Les enjeux, ils sont économiques, ils sont environnementaux, et nous voyons bien comment les choses se sont passées lorsqu'on remonte quelques années en arrière avec donc les permis exclusifs de recherche qui avaient été attribués, puisque ça a été dit, je crois, par Martial Sadier, mais un petit brin d'histoire quand même. Le Parlement qui est souvent critiqué, eh bien, lorsque nous avons découvert, et lorsque dans ces territoires du Sud, les élus, les citoyens ont découvert que des permis exclusifs de recherche avaient été attribués dans la plus grande opacité. Des permis exclusifs de recherche qui étaient muets, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que l'on recherchait. S'agissait-il de gaz de schiste, d'huile de schiste, s'agissait-il de gaz conventionnel ou de pétrole ou d'huile conventionnelle? Personne ne le savait, nous ne le savions pas. Et je rappelle que les permis exclusifs de recherche qui ont été accordés à ce moment-là, qu'il s'agisse de Bergues, de Montélimar, de Villeneuve-de-Bergue, Montélimar et Nantes. N-A-N-T. Les permis exclusifs de recherche qui ont été attribués sur des surfaces immenses. Et donc, lorsque les élus, les citoyens ont découvert, ils se sont levés. Et moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec des élus qui étaient directement concernés. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, les parlementaires, à cette époque, ont pris leurs responsabilités. Et nous étions, deux groupes ont pris en même temps leurs responsabilités, je le dis. Le groupe UMP, Christian Jacob, et le groupe auquel j'appartenais. Et ce qui a conduit au dépôt d'une proposition de loi visant à l'interdiction de la fracturation hydraulique, deux propositions de loi quasiment identiques. Et je rappelle à l'époque que Serge Grouard, qui était membre de cette commission, s'est battu pour qu'il y ait deux co-rapporteurs. Michel Avard pour le groupe UMP, moi-même pour le groupe SRC. Et le texte qui a été voté, interdisant la fracturation hydraulique, est le résultat du travail des parlementaires et de la réactivité des parlementaires. C'est-à-dire que c'est nous qui avons
apporter une réponse aux interrogations des territoires, des élus et des citoyens. Nous avons assumé nos responsabilités. Et je sais que nous continuerons à le faire dans le cadre de l'examen de ce texte. Mais c'est vrai qu'il est urgent, il est nécessaire que nous réformions le code minier dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc moi, je vous remercie du soutien que vous nous apportez. Nous avons été réactifs et nous continuerons à l'être. Je vais rencontrer donc à la fin du mois de mai donc, le cabinet d'Emmanuel Macron pour évoquer bien entendu ces différents sujets. Je sais qu'un certain nombre d'organisations, c'est le cas de FNE, ont commencé à réagir. Et c'est vrai que les accords qui ont été obtenus grâce à Thierry Tuot, je crois qu'il faut que nous puissions les porter le plus loin possible dans notre réflexion et dans le cadre du débat. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc nous allons préparer une note faisant le point sur les échanges que nous venons d'avoir. Et cette note, elle sera transmise dans les meilleurs délais au ministre Emmanuel Macron et à Ségolène Royal. Voilà ce que je souhaitais vous dire.